Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo consacrée à la seconde partie de la brève introduction sur le Microsoft Azure Well Architected Framework. Donc c'est la seconde vidéo et donc dans la première vidéo, nous avions vu deux piliers, à savoir le pilier sécurité et le pilier performance efficiency. Donc dans cette seconde vidéo, nous allons parler de reliability, donc de fiabilité en français, et d'opération excellence, et puis dernier élément d'optimisation des coûts. Donc je rappelle que le Microsoft Azure Well Architected Framework est un ensemble de principes directeurs dont le but est de vous aider en fait à améliorer la qualité d'un workload et de son implémentation effectivement dans Azure. Donc on va parler ici aujourd'hui de reliability, donc fiabilité. Donc l'objectif bien entendu de tout ça, c'est quoi? C'est de faire des applications dans notre cloud qui soient le plus disponibles possible et qui soient capables de résister ou de remonter en cas d'erreur, en cas de problème, en cas de panne. Donc ça c'est l'objectif, c'est l'objectif de la partie fiabilité du Well Architected Framework. Alors les principes, il y en a plein. Première chose, et ça c'est à mon avis super important, simplement parce que pour discuter avec beaucoup de clients régulièrement sur ces sujets-là, on m'aperçoit que souvent en fait on met la charrue avant les bœufs et on oublie en fait les basiques du basique. Donc les basiques des basiques en fait, c'est que quand on va vouloir créer une application ou un workload et le déployer dans un cloud, Azure ou un autre, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on attend de cette application en termes d'objectifs, hein. Donc alors, déjà d'agreement, donc les options contractuelles. Donc un service level agreement, c'est de se dire, OK, combien de temps cette application a pour se remettre à fonctionner si on a une panne majeure. Là encore, la criticité de l'application va vraiment jouer sur la valeur ici de ce temps moyen nécessaire pour remettre en place ou redémarrer l'application, la remettre à disposition. Le MTBF est une valeur qui peut être intéressante. Ça, en gros, c'est on estime tous les combien on peut avoir une panne. Du coup, SLA et services de cloud, c'est des choses qui vont ensemble. On fournit des services et donc on a des engagements contractuels avec nos clients à mettre en place des services qui soient disponibles et performants. Donc ça fait partie des accords de SLA. Donc vous avez un site web qui reprend l'ensemble des services Level Agreement pour les services de Microsoft. Il faut aller les lire et les comprendre également. Si on utilise des machines virtuelles, quel est le SLA en termes de disponibilité? Là encore, ça va dépendre de comment vous allez déployer vos services sur des machines virtuelles. Si vous êtes sur un service managé, là encore, les SLA sont différents. Donc on a un SLA par service et il faut aller voir ces choses-là. Vous avez ici une petite application sur un GitHub, je mettrai le lien, qui est un SLA Estimator, donc d'estimer une fois qu'on va choisir plusieurs services, de combien sera le SLA, parce que les SLA se combinent. Comme je l'ai dit ici, si une application par exemple est constituée de machines virtuelles et d'une base de données managée, eh bien son SLA sera en fait tout simplement une composition de l'ensemble des SLA des différentes briques. Et donc plus on a de briques, plus mécaniquement les SLA vont baisser parce qu'en fait on va simplement multiplier les taux de disponibilité et forcément ça va baisser. Donc ça c'est un point à retenir. Plus on a de composants dans une plateforme, plus le SLA risque de baisser. Donc le SLA finalement un petit peu c'est ce qui va driver la partie l'agreement. Et donc ça c'est un petit peu normalement ce qu'on doit définir au départ en disant je vais faire une application, je la fais dans du cloud et je veux qu'elle soit disponible. À hauteur de combien? C'est quoi votre SLA? Je veux qu'elle soit disponible ou qu'elle soit pas indisponible plus de 5 heures par an par exemple, et là ça va vous donner une valeur. Quand donc on a des objectifs mais qui ne sont pas derrière soutenus par des accords contractuels, le IC de l'agreement, ce sera des SLO, donc ce sera des service level objectifs, donc on se donne un objectif mais derrière effectivement contractuellement on ne sait rien donner. Si on a une plateforme et que la plateforme potentiellement a une panne ou un problème majeur, il va falloir se dire ok, jusqu'à combien on peut se permettre de perdre de données. Donc là, c'est là où on va parler de RPO, de Recovery Point Objective. Donc si vous faites par exemple un backup toutes les 24 heures, votre RPO donc du coup sera de 24 heures parce que vous admettez de perdre de la donnée sur 24 heures, c'est-à-dire vous repartez du dernier backup. Le RTO, lui, ce sera le temps
Donc le recovery time objective, ce sera l'objectif, c'est en combien de temps, quel est le temps minimum maximum que je m'accorde pour redémarrer ma plateforme. Pour dire, bah là, moi je suis une application de e-commerce, ma plateforme elle doit pas être indisponible, ou si il y a vraiment un problème majeur, je dois pouvoir la redémarrer dans un temps de 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Donc ça, tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser un peu avant, parce que bah, effectivement, ça va aider à faire des choix de design derrière et des choix de solutions. D'accord. Ensuite, il faut également faire des applicatifs. Enfin, la plateforme ne fait pas tout, malheureusement, dans la fiabilité d'une plateforme. Il faut également que les applications soient conçues pour être résistantes aux pannes. Et là, pour le coup, on rentre dans des patterns spécifiques. Donc il y a des patterns liés à la disponibilité, liés à la haute disponibilité, ou liés à la résilience et à la fiabilité de la plateforme. Pour ceux qui sont développeurs ou qui font déjà des applications microservices, vous remarquerez des patterns ici qui sont relativement classiques, comme les circuit breakers par exemple. Quand deux microservices par exemple vont se parler entre eux, il y en a un qui ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout va planter, ou on va continuer dans un mode dégradé? Tout ce qui est effectivement monitoring de endpoint, le fail and retry, etc., etc. Donc il y a plein de patterns qui existent, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Et également de toujours penser dans le développement, de se dire, ok, j'ai plusieurs composants, si j'ai un problème à un moment, si j'ai un composant qui est surchargé, qu'est-ce qui se passe sur le reste de la plateforme, le reste de l'application. Récupérer en cas d'erreur, là encore, des services peuvent renvoyer des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça plante tout? Est-ce qu'il y a une gestion des erreurs entre services qui vont s'appeler mutuellement, qui vont se combiner? Donc là encore, il y a une certaine logique de retry dans l'application. Microservice A parle avec le microservice B. Si le microservice B ne répond pas et que le microservice A lui envoie une requête, qu'est-ce qui se passe? Il va gérer un message d'erreur. Est-ce qu'il le gère et puis il se met lui-même en attente? Et puis il réessaye dans un peu plus longtemps. Est-ce qu'il se met à bombarder derrière? Est-ce qu'il il va envoyer sur un microservice C de failover qui est en mode dégradé? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser effectivement quand on va construire une application dans ce design-là. Voir également que les services qu'on va choisir pour faire son design dans une well-architected framework, qu'on choisit des services et qu'on a de la capacité dans la région ciblée. Si vous prenez certaines régions, des petites régions, ils n'auront pas forcément l'ensemble des services Azure disponibles dessus, et ils n'auront pas forcément non plus la capacité en termes de ressources, de puissance, peut-être pour avoir des grosses applications. Donc là encore, il faut faire des choix tactiques qui sont intéressants. On sait qu'il y a des grosses régions qui existent, comme les régions, alors en Europe, on va dire West Europe et North Europe sont les très grosses régions en termes de nombre de data centers et en termes de ressources qui sont disponibles dans ces data centers. À l'inverse, on a des régions plus petites, je prends France centrale, France Sud, pardon, pas France centrale, France Sud par exemple, qui est sur Marseille, qui est une région en termes de capacité qui est avec une voilure beaucoup plus faible, et tous les services ne sont pas disponibles sur France Sud. Donc ça, c'est des choses auxquelles on doit penser quand on va penser à toute la partie RPO, RTO, et au recover d'une plateforme sur une autre région par exemple. Donc une fois qu'on a tout ça, on peut designer effectivement sa plateforme pour répondre finalement à tous ces objectifs qu'on s'est ciblés préalablement. Ça, c'est valable pour la partie applicative, mais on ne doit pas oublier qu'il y a la partie data. Je sépare bien les deux. Souvent, en fait, ce sont des services qui sont séparés et qui peuvent être d'ailleurs au passage gérés par des équipes différentes. On va dire la partie qui traite l'information, qui est vraiment la partie applicative, de la partie stockage de l'information et accès à l'information. De la même façon, une application va généralement pas être un silo isolé quelque part qui a son propre réseau, etc. Souvent, ça va venir s'intégrer dans un ensemble où effectivement on a du réseau qui peut être plus ou moins complexe. On a parlé dans la vidéo précédente d'architecture Hub and Spoke par exemple. Et donc là encore, est-ce que les requirements, donc les prérequis en termes de fiabilité de l'application, sont compatibles avec ce qu'on a mis en place en termes de networking par exemple? Idem pour la partie scalabilité. Il faut penser également à faire des tests pour la tolérance de panne. Ça, c'est important. C'est de se dire, OK, j'ai conçu une application qui est censée être résistante, mais est-ce qu'elle résiste réellement à la panne? Donc ça, c'est une chose effectivement qu'on doit vérifier. On doit également planifier le disaster recovery. Donc là, si on est sur des applications de type business critical qu'on en a déjà parlé dans la partie sécurité, à un moment, il faut tester également le gros bouton rouge qui dirait, bon, OK, là, on a un problème majeur. Quel est le plan de secours, le plan pour de récupération en cas de désastre? Voilà.
Adresser les risques, ça on en a parlé dans la partie sécurité. Automatiser et tester au maximum les process opérationnels. Là encore, plus on automatise, plus effectivement, on rend la chose fiable parce qu'on enlève un élément qui potentiellement peut faire des erreurs parce que c'est un humain. Et puis, dans les grands principes, on doit surtout monitorer et surveiller et mesurer en gros la santé de l'application. Le fait, si on est juste simplement à pinguer la présence d'une machine virtuelle ou de voir qu'elle est up ou d'attaquer un port 80, ça ne veut pas dire que l'application derrière elle fonctionne. C'est un peu plus compliqué que ça en général, donc il faut penser effectivement à avoir des sondes qui vont aller faire des checks sur la partie applicative. Voilà. Donc ça, c'est les grands principes qui sont donnés dans le Well Architected Framework. Et ensuite, il y a des checklists qui existent dans la documentation pour effectivement faire un bon design derrière. Donc on a des checklists voilà, qui vont vous dire voilà, vérifier la partie disponibilité et récupération, est-ce que ça match avec ce que vous avez besoin en termes de business, utiliser les zones de disponibilité pour augmenter la fiabilité et optimiser les coûts. Et puis on vous propose différents services et des références d'architecture derrière pour faire tout ça. Donc tous ces services-là, vous les connaissez certainement, ce sont des services principalement ici de load balancing. Front door, Traffic Manager, Load Balancer, c'est différents types de load balancing du réseau jusqu'à une partie un peu plus applicative. Et puis ici, par exemple, Service Fabric ou AKS, ce sont des plateformes pour exécuter de l'applicatif en mode cloud natif ou microservice. Là encore, ces plateformes sont designées pour apporter plus de résilience avec des mécanismes intrinsèques. Par exemple, dans le cas de Kubernetes, un deployment va déployer X réplicas d'un même service, ce qui va du coup en garantir à la fois la scalabilité mais également la résilience. Et puis ici, Azure Site Recovery qui est utilisé pour la partie PR. Tester la fiabilité de tout ça. Donc là, on vous avez mis en place des process, de l'automatisation, vous avez fait une architecture, vous avez une application. C'est bien alors déjà d'appliquer les bonnes pratiques en termes de testing. Donc de tester régulièrement, tester la fiabilité, de tester également vos backups, tout simplement, ça paraît bête, mais il faut voilà, de vérifier que vos sondes fonctionnent toujours bien, etc., etc. Vous avez toute une liste ici. Donc dans les tests, par exemple pour la fiabilité, ça peut être des tests de performance, ça peut être des simulations de scénarios, ça peut être l'injection volontairement de panne pour voir comment va se comporter l'application si on lui envoie ça. Ça peut être des tests de charge, des tests de failover, etc. Alors au passage, on devrait appliquer aujourd'hui les principes du chaos engineering. Donc là, l'idée en fait, c'est de simuler vraiment de la panne et de voir comment se comporte une plateforme. Et donc ça peut être simuler des pannes au sein de l'application, mais simuler également des pannes au sein de la plateforme. Et au passage, sur ce point-là, on a un service Azure qui va arriver qui s'appelle Chaos Studio, qui est actuellement en preview à ma connaissance, qui est annoncé lors de Ignite 2021. Quatrième pilier, la partie Operation Excellence. Objectif de tout ça, appliquer de manière fiable, prédictible et automatisée le maximum de process dans l'architecture pour faire en sorte que l'application continue à fonctionner en production. Donc ça va aller des pipelines de CI/CD à pas mal de choses. Et dans les principes, il y en a plein. Donc première chose déjà, c'est qu'on applique effectivement au maximum des méthodologies de type agile, DevOps. Donc ça veut dire qu'on va essayer de privilégier au maximum dans le Well Architected Framework l'utilisation de pipeline d'intégration de build, pipeline de déploiement, un monitoring en permanence et puis un planning agile dans le sens où effectivement on va éviter de rentrer dans du cycle en V. Le cycle en V, c'est pas forcément la bonne option aujourd'hui pour des applications cloud natives. On va plutôt privilégier de faire des petits changements réguliers plutôt que de faire des grandes révolutions. Voilà. Séparation des rôles, c'est bien de séparer les opérations des développements. Même si on parle de DevOps, globalement, c'est très rare effectivement qu'une même équipe fasse absolument tout. On va souvent d'ailleurs avoir une équipe un peu intermédiaire qui sera une équipe de SRE qui sera en charge des automatisations. Mais globalement, effectivement, on peut quand même avoir une certaine séparation des rôles en termes de privilèges au moins. Néanmoins, tout ça, ça veut dire que dans les principes, et c'est les principes de base pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une collaboration entre les deux, d'où l'approche DevOps. Isoler les workloads, là encore, le microservice ou la segmentation ou le découpage d'une application en plusieurs composants est probablement une bonne chose, simplement parce que si on a un problème, on n'a pas tout le monolithe qui s'effondre, mais juste une partie.
Et puis après, il va falloir effectivement, gérer les incidents, sous la forme d'un cycle avec une amélioration continue derrière. C'est-à-dire que si on a eu des incidents, on doit faire une revue, de ce qui s'est passé, pour, par la suite, du coup, améliorer le process ou améliorer, la technologie, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et plus on améliorera en permanence, en continu, mieux ce sera. On doit utiliser, alors ça c'est beaucoup très associé à Azure, utiliser les tags au maximum. Ça va vous aider, également pour la suite, notamment sur la partie costing, qui sera le 5e pilier, du Well Architected Framework. On doit optimiser la partie build et la partie release. Donc là, il n'y a pas de magie là-dessus. Dans le Well Architected Framework, on encourage fortement de provisionner en infra as code, quelle que soit la solution d'infra as code, que ce soit de l'ARM, donc de l'Azure Resource Manager Template, du Bicep, le DSL au-dessus d'ARM, du Terraform bien entendu, ou encore d'Ansible. On essaie plutôt d'être sur une approche, de type déclaratif. C'est d'ailleurs complètement aligné avec les 12 Factor App, où on dit effectivement que tout devrait être fait de manière déclarative plutôt que de manière impérative. On doit builder et réaliser avec des pipelines, donc automatiser un maximum, et également, dans ces pipelines, si possible, automatiser toute la partie testing. On monitore l'ensemble du système du point de vue opérationnel et l'application. On essaie de mettre en place effectivement régulièrement des disaster recovery, donc de tester en gros que ces procédures dans ces disaster recovery sont bons et que la technique marche aussi. Et puis éventuellement du coup de corriger les points qui font qu'on s'est aperçu que finalement on basculait pas si bien que ça l'application en mode recovery. Là encore, on doit se remettre en cause sur la partie opérationnelle en permanence, hein. C'est sur de l'amélioration permanente. Il peut y avoir des process qui vont pas, il peut y avoir des solutions qui vont pas, il peut y avoir des humains qui sont pas à l'aise sur le sujet. Tout ça est sur un principe d'amélioration continue. Et on doit avoir, si possible, des architectures les moins couplées, les plus, donc du coup les plus découplées possibles. Donc utiliser effectivement des bus de communication, de l'asynchrone, etc. Dans les checklists, on fournit une checklist pour la partie DevOps. Donc le DevOps, hein, rappelons-le, il n'y a pas un produit miracle qui fait ça, c'est plus une approche, une culture qui va toucher le dev, mais pas que. Et donc, par exemple, dans la partie DevOps, on va pouvoir, pour augmenter la résilience des applications, faire des déploiements de type vert bleu. Se dire, ok, j'ai l'application qui tourne en version 1, j'en déploie une deuxième version en version 2. Je veux assurer la résilience de tout ça. Je switch tout le monde, par exemple, vers la version bleue, enfin la deuxième version. S'il y a un problème, je peux rebasculer tout de suite sur la première. Et donc, finalement, j'assure une assez bonne résilience. On peut également faire du canary, hein. Du canary, c'est envoyer X% de ces flux vers la nouvelle version pour tester, et donc évaluer effectivement si ça va bien marcher. Et puis voilà. Donc tout ça, c'est des pratiques assez classiques. Monitoring de tout ça, on va monitorer à la fois le monitoring de l'infrastructure, le monitoring de l'application avec des choses comme Application Insight, et puis utiliser également toute la partie diagnostic dans Azure. Là encore, beaucoup de choses sont données, beaucoup de documentation à lire, donc sur la partie effectivement mise en place d'une culture DevOps. Donc c'est de la culture, mais après c'est également de l'outillage. Et puis il y a beaucoup de choses à lire. Donc là encore, je mettrai les liens. On termine avec le 5e et dernier pilier du Well Architected Framework, qui est la partie Cost Optimization. Alors Cost Optimization, dans les principes, on sera tous d'accord là-dessus. L'idée c'est de fonctionner, mais de ne pas se mettre trop de fonctionner avec les contraintes qu'on nous donne en termes de coûts. En gros, il ne faut pas que ça coûte non plus trop cher par rapport à ce que ça rapporte. Il faut concevoir son architecture, et donc ça c'est l'idée du Well Architected Framework aussi, c'est de penser son architecture en termes de coût dans la scalabilité. Aujourd'hui, par exemple, la plateforme ou l'application coûte, je dis n'importe quoi, 1000 € pour 10 000 utilisateurs. Est-ce que quand on aura 1 million d'utilisateurs, la plateforme coûtera pareil? Là encore, c'est des choses auxquelles il va falloir penser. On est, n'oublions pas, dans Azure ou dans le cloud public sur un paiement à l'usage. Donc là encore, il faut faire ses projections là-dessus et puis choisir les bonnes ressources et les bonnes tailles. Là encore, on peut tous aller chercher du pain en Ferrari, mais on n'en a pas forcément besoin. Ça peut coûter cher pour aller chercher du pain, ne serait-ce qu'en termes d'essence ou d'entretien. Donc il faut choisir les bonnes ressources à la bonne taille. Et là encore, ça fait partie de la culture de savoir prendre ce qui est juste, mais pas forcément ce qui est trop. Et principe également super important sur la partie costing, c'est de monitorer et d'optimiser ses coûts. Donc en gros, de les surveiller
aussi régulièrement qu'on surveille de la ressource, infrastructure ou applicative, et puis après de l'optimiser sur une base régulière. Donc, dans le design là-dessus, dans le cost model, il faut effectivement essayer dès le plus vite, dès le début, de savoir exactement de quoi on a besoin. Qu'on a besoin en termes de performance, en termes de disponibilité, en termes de résilience. Là encore, on peut faire des applications qui sont ultra scalable, qui sont très très redondantes, qui sont dupliquées sur plusieurs régions, etc. Mais peut-être qu'en fait, on n'en a pas besoin. Donc du coup, il faut être clair sur ce qu'on a besoin pour en mettre un modèle de coût qui soit cohérent derrière. Il faut avoir une estimation du coût initial. Ça reste une estimation parce que quand on va établir combien va coûter une plateforme, il y a des éléments qu'on peut chiffrer. Combien on aura de machines virtuelles, quel type de service managé et avec quel niveau de SKU. Ça, on peut avoir des idées. Puis il y a des éléments qu'on n'aura pas parce qu'on n'a pas encore l'information. Quelle sera la volumétrie de flux envoyés, par exemple, pour calculer les flux sortants, compliqué. Combien va prendre de CPU chaque utilisateur, enfin chaque requête cliente. Là encore, c'est difficile. Donc au départ, on estime. Le coût initial, il est estimé. Néanmoins, on va se définir quand même des stratégies pour limiter les coûts. Donc ça va être des stratégies qui vont utiliser différentes mécaniques pour dire si on dépasse tel seuil, eh bien on va faire ça. On doit également identifier les composants qui vont être partagés. On peut tout à fait avoir une application qui va venir partager un composant comme un puits de log par exemple ou un cluster Kubernetes. Auquel cas, du coup, dans le cost model, ça peut être un peu compliqué des fois de savoir, de définir combien va coûter ce bout de ressources partagées qui est utilisé. Et puis point important dans le design pour les coûts, il va falloir mettre en place en fait une stratégie en fait pour la gouvernance des coûts. Qui est responsable des coûts, qui est en charge de les optimiser, qui est en charge des vecteurs d'achat, etc., etc. Partie architecture, sur les coûts, là encore, c'est connu pour ceux qui ont l'habitude de faire du cloud, mais il faut vérifier avant de choisir peut-être certaines régions, combien coûtent les ressources dans ces régions. Certaines régions coûtent moins cher que d'autres, simplement parce que en fait, les coûts dans du cloud sont liés aux coûts immobiliers liés à la surface des data centers, aux taxes locales, au coût de l'électricité locale, au coût de la main-d'œuvre, au coût de la climatisation en fonction si on est dans une zone chaude ou une zone tempérée ou froide. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont jouer. Et donc, ça va faire varier les coûts qui font que la même ressource n'aura pas le même coût d'une région à l'autre. Donc, ça vaut le coup de le vérifier avant. D'accord. De choisir également des abonnements qui sont appropriés au workload. Si vous avez des workloads qui sont utilisés que dans du dev and test, c'est peut-être bien de prendre des abonnements spécifiques de type dev and test qui vont coûter moins cher. De prendre les bonnes ressources pour gérer les performances, là encore, est-ce qu'on prend 2 machines virtuelles moyennes ou on en prend une grosse, par exemple? Là encore, c'est des choix qu'on doit faire et vérifier au niveau des coûts. Pareil, sur les rate ressources pour gérer la performance, on peut parler également des SKU, donc des niveaux fonctionnels qu'on peut avoir en fait sur un service managé. D'accord? Toujours également comparer le prix entre une ressource que vous allez payer à l'usage et une ressource sur laquelle vous allez faire un engagement financier. Donc on va parler de réservation. Là encore, si la plateforme est destinée à durer au-delà de plusieurs mois, la réservation devient de facto en fait un vecteur de coût qui peut être optimisable en prenant justement de la réservation versus du pay-as-you-go. Pareil, ne pas hésiter à faire des proof of concept pour le déploiement et puis juste pour voir combien ça va coûter. Vous mettez en place une solution qui va faire des logs. Vous ne savez pas combien de données vont être ingérées dans les logs pour estimer le coût de la solution du puits de log. Là encore, on peut mettre en place un proof of concept, faire récupérer un peu de métriques en fait, de data, pour pouvoir ensuite faire votre projection. Et si possible, dans la partie architecture, on va essayer d'encourager l'usage de services PaaS, donc d'e-manager, simplement parce que dans le coût d'une application, il y a également le coût de la gestion de l'infrastructure sous-jacente. Plus on est sur du service managé, moins on a à gérer, entre guillemets, et à inclure le coût du maintien en conditions opérationnelles du service. Pour calculer tout ça, eh bien, il existe le Azure Pricing Calculator qui va vous permettre de choisir pour vos différents services et d'estimer les coûts. Donc, prenons par exemple n'importe quoi, une machine virtuelle.
une machine virtuelle, en fait, vous allez pouvoir définir la région dans laquelle elle va être déployée, le système d'exploitation, le niveau, et puis ensuite derrière, combien de temps cette machine va tourner par exemple, et ensuite sur les parties économie, bah, vous allez pouvoir effectivement dire: «Bah, je vais payer ça à l'utilisation» ou «Je vais faire de la réservation» et là, ça vous permet d'avoir des projections sur les coûts. Donc là, je vous ai fait une version simple, mais quand vous êtes content de tout ce que vous avez, vous pouvez ensuite, obtenir un joli CSV parce qu'à la fin, tout finit dans Excel, de tout ça. On monte un petit peu plus haut et puis vous allez pouvoir, faire tout ça. Voilà. Donc là, il y a des exemples de scénarios qui sont également, disponibles là-dedans. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Donc voilà, par exemple, déploiement continu, intégration continue pour des web apps. On vous explique un petit peu tout ça et donc comment l'ajouter pour l'estimer. Et donc la calculatrice peut vous donner effectivement, peut vous aider pour faire l'estimation, initiale, des coûts, sachant qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains coûts qui seront difficiles à définir parce qu'il vous faut de la data pour les faire. Monitorer les coûts, hein, alors ça c'est très important, c'est, donc il va falloir récupérer les coûts, depuis, alors des fois depuis différentes sources. Alors différentes sources, ben, si on a, une application qui tourne, je sais pas, dans Azure et qui utilise, je sais pas, par exemple un GitLab, bah, il y a le coût du GitLab plus la partie Azure, donc faut ramener les 2 coûts, hein. Mais globalement, effectivement, on va en général récupérer les coûts, depuis les différents, depuis les API d'Azure. Alors après, si on est sur différents abonnements, de l'EA par exemple, avec, un abonnement PSUGO, ben, on aura 2 sources d'informations, de facturation qui vont être utilisées pour créer les rapports. Il faut vraiment mettre en place des rapports qui seront construits par rapport à des tags. Vous allez taguer l'ensemble des composants de vos applications et donc le fait de mettre les bons tags, de savoir, qui est le owner, qui est le responsable, à quoi ça sert, est-ce que c'est de la prod, pas de la prod et cetera. Tous ces éléments vont vous permettre d'analyser, de monitorer de manière ultra efficace les coûts. D'accord. Pour donner accès à ces informations de coûts, il existe des built-in roles qui sont créés dans Azure, à savoir, on a le cost administrator, le cost contributor, le cost reader et donc on peut se créer même des custom roles, qui vont permettre de donner en fait, de la visibilité sur les coûts et il faudrait la donner au maximum de personnes. Et puis, ben, quand il y a des alertes sur des coûts, donc il faut répondre en gros à des dérives et donc avoir des réponses liées à ces dérives. Donc, dans Azure, on peut définir ce qu'on appelle des budgets, hein, qui sont effectivement, le budget qu'on s'accorde pour une période donnée, par rapport à des ressources Azure. Et puis, si on atteint certains seuils ou qu'on dépasse certains seuils, de ce budget qui peut être réel ou budget, ça peut être un budget prévisionnel sur les valeurs, on va pouvoir recevoir donc du coup des alertes. Donc ça, c'est des choses qu'on doit mettre en place dans le Web Architecture Framework et il faut avoir une approche qui est à la fois proactive et réactive sur la revue des coûts. Elle doit être proactive dans le sens où effectivement, si on est en relation avec, les métiers, et qu'on sait effectivement quelle est la projection, d'usage de l'application, on peut déjà anticiper par exemple l'achat de réservation ou, l'augmentation de la facture et du budget. De manière réactive, si on voit effectivement qu'on a tout d'un coup, des alertes qui disent que les budgets vont exploser, il faut pouvoir intervenir, rapidement. Alors des fois ça peut être, de l'action, qui va arrêter des environnements qui ne servent pas ou qu'on payait pour rien ou simplement dire: «Bah oui effectivement, on est en train d'avoir plus d'activité que prévu et donc du coup on va utiliser la partie scalabilité dont on a parlé, juste avant». Il faut être capable d'analyser le coût à tous les niveaux, du point de vue le plus haut jusqu'au niveau le plus bas, être capable d'analyser, jusqu'au coût lié à un micro, service, ce qui des fois peut être compliqué, mais qui techniquement est à peu près faisable. Prenons le cas par exemple d'un microservice qui tomberait sous la forme de container dans Kubernetes. On peut analyser et dire qu'à un moment, effectivement, ce qui va coûter cher, c'est le cluster Kubernetes, mais après, il faut être capable de faire le drill down jusqu'à arriver à dire, bah, c'est ce service-là qui va coûter plus cher et donc d'argumenter pourquoi, les coûts vont, par exemple, augmenter et être capable de détecter les anomalies, ou les, changements. Nous d'avoir une traçabilité, de l'ensemble des coûts. Après, bah, il existe plein d'outils pour visualiser, et optimiser les coûts. Ça peut être Azure Cost Management dans le portail d'Azure, comme, du Power BI, comme un fichier Excel, comme des outils tierces qui vont aller piocher dans les API. Pour optimiser les coûts, bah, il faut être capable également de trouver les ressources qui sont non utilisées, basiquement ce qui est le gâchis. Donc en gros, ne pas payer des choses qu'on n'utilise pas, ne pas par exemple payer une machine virtuelle qui a 32 cœurs et 1 téra de RAM si au final on a besoin que de 256 gigas de RAM par exemple. Mettre des actions effectivement, de manière assez régulière. Dès qu'on va faire, une revue des coûts et ben, il doit y avoir des actions qui doivent suivre la revue des coûts.
utiliser les réservations quand on est sur des workloads qui vont être dans le temps, utiliser le discount quand on en a, et puis avoir cette politique de scaling, de scale out, donc de capable d'avoir de l'élasticité dans dans sa plateforme pour agrandir ou rétrécir les coûts des ressources à la demande. Et puis être capable des fois de réévaluer les choix de design, parce que des fois, peut-être que la sélection d'une solution technique n'est pas la bonne en termes de coût et qu'une autre solution serait plus intéressante. Prenons un exemple simple. Vous choisissez pour des raisons de design de segmenter, de faire 2 réseaux virtuels, un pour les frontaux web et un pour la base de données. Chaque composant est dans son réseau virtuel. Vous mettez en place du peering entre les deux, donc une interconnexion entre deux VNet, et donc chaque fois que les frontaux travaillent, ils vont appeler la base de données au travers du peering, et de la donnée va circuler. Cette donnée sera facturée. Donc ça, typiquement, on a un design ici qui est pas bon en termes économiques, parce qu'en fait, on paye des flux entre deux composants. Peut-être que c'est un design qui a été fait du point de vue segmentation, ségrégation des composants, mais on pourrait faire cette ségrégation des composants en utilisant en fait 2 subnets d'un même VNet. Et pour le coup, du coup, on économiserait les coûts et on aurait le même résultat. Dernière chose, faire des compromis sur la partie coût. On doit toujours penser au coût. Donc, quel est le coût qu'on va mettre en place par rapport à la fiabilité qu'on souhaite avoir sur l'ensemble. Là encore, si je veux avoir une très haute disponibilité, on pourrait dire je vais splitter ma plateforme sur 2 régions Azure, mais ça veut dire répliquer les data entre 2 régions, avoir quelque chose de plus compliqué. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que finalement, splitter la plateforme sur plusieurs zones de disponibilité dans une région serait pas suffisant? Les coûts par rapport à l'efficacité en termes de performance, là encore, on n'a pas besoin forcément d'avoir une Ferrari pour aller chercher du pain, même si c'est plus sympa. Le coût versus la sécurité, là encore, c'est pas la peine de. La sécurité, en fait, a toujours un coût, mais ce coût doit être en adéquation avec la valeur de ce qu'on protège. Donc c'est comme une assurance, hein, vous n'allez pas payer 10 000 € d'assurance par mois ou par an pour une voiture qui en vaut 8 000. Ce serait ridicule. Mais là encore, on pourrait se dire j'ai pris de l'assurance avec toutes les options. Là encore, le coût de la sécurité doit être associé derrière à ce qui protège, à la valeur de ce qui protège. Dernière chose, le coût par rapport à l'excellence opérationnelle. On en a parlé tout à l'heure, l'opérance donc tout ça, le but est de rendre le plus automatisé, le plus souple l'ensemble des process. Il ne faut pas effectivement qu'après, derrière, ça devienne également, de vouloir trop fluidifier, va générer un coût supplémentaire, parce que derrière, on crée X plateformes par équipe pour pouvoir faire plein de tests, faire du chaos, etc. Là encore, il faut savoir raison garder. Eh bien, on termine cette deuxième vidéo qui était donc consacrée au Well Architected Framework. Vous voyez que la carte heuristique finalement est un petit peu compliquée. Je vous mettrai le lien pour la télécharger. Elle sera dans le commentaire de cette vidéo et également dans l'article associé où je rajouterai pas mal de petits liens qui sont les liens que j'ai ouverts durant cette session. J'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à aller lire les choses sur le Well Architected Framework si vous êtes dans une phase de migration, de modernisation ou de création de nouvelles applications. Il y a vraiment plein de bonnes choses, on en apprend tous les jours, tout le monde en apprend parce qu'il y a vraiment, ça touche pour toutes les populations et il y a plein de bons conseils. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.